Eh bien, maintenant, on va parler de Michel Foucault avec Jean Daniel. Donc, Michel Foucault qui est mort cette semaine à l'âge de 58 ans. Alors, vous qui le connaissiez très bien, Jean Daniel, est-ce que vous saviez qu'il était gravement malade? Parce que c'était la stupéfaction pour... Ses amis le savaient depuis 10 ans, 2 mois. Ah, ouais. Oui, pas plus. Oui. Ah, parce que là, on a été absolument... je veux dire, c'est tombé le jour. Il y a eu quelques lignes dans la presse en disant qu'il était gravement malade. Il y a un très petit nombre d'amis, dont je ne suis pas, en plus, qui le savaient depuis peut-être un peu plus longtemps. Mais enfin, des gens comme son éditeur et ami Pierre Nora, comme vous savez, lui a apporté les 2 livres qui venaient de sortir à l'hôpital. Il en a pris connaissance à l'hôpital dans les derniers jours. Bon, vous avez connu Michel Foucault. Alors, vous publiez un article dans le Nouvel Observateur cette semaine où vous racontez votre sentiment sur... Il y a des gens beaucoup plus autorisés que moi qui parlent de son message philosophique. Bien entendu, mais je vous ai fait venir parce que vous l'avez connu, vous avez lu ses livres, et puis en même temps, vous avez partagé ses batailles politiques, bien entendu. Bon, moi, j'ai l'impression que Michel Foucault, il a inventé une autre manière d'être un intellectuel dans le siècle. En tout cas, c'est ce qu'il voulait, et ça lui ferait plaisir. Et je suis d'autant plus content que vous le disiez que vis-à-vis de la télévision, moi, ça m'a posé des problèmes, puisqu'il avait des rapports assez compliqués, il n'a jamais accepté de parler de lui. Et me voilà parlant de lui ici même. Mais c'est vrai, ce que vous dites est vrai. Il y a une chose qu'on peut dire aussi sur le autrement, c'est qu'avant de venir, par hasard, j'ai voulu voir, j'ai consulté les mémoires d'un autre très grand intellectuel que vous avez reçu, c'est Raymond Aron. Et ces mémoires ont 727 pages. Vous savez, il y a un index à la fin. Oui. J'ai pris la lettre F. Le nom de Foucault n'y est pas. J'ai trouvé extraordinaire. Ah ouais. Ces 2 grands intellectuels dont les pensées et les vies ont dû s'entrecroiser et s'entrecroiser sans s'imprégner, sans s'influencer, sans s'infléchir, au point que au moment de faire le bilan de ce qui a compté pour lui, Aron ne le cite pas. Et ça fait la singularité de Foucault, parce qu'en même temps, vous avez ce matin Gilles Deleuze, qui a été un de ses amis et qui est un de ses plus proches, et qui d'ailleurs celui qui parle le mieux de lui, eh bien, disait c'est un des plus grands philosophes de tous les temps. Je n'ai pas la compétence pour en juger. Mais Georges Dumézil dit c'est un des hommes probablement les plus intelligents que j'ai jamais rencontrés. Et puis le silence de Aron. Il y avait d'ailleurs, ces 2 univers étaient éloignés au point qu'une anecdote me vient, qui n'a fait pas partie du déroulement d'un sujet, mais Foucault m'avait raconté que sortant du Collège de France, c'était en mai 68, alors il y avait une foule de policiers un petit peu trop grande au goût de Foucault. Et Foucault, je veux dire, étant donné ses livres, ses préoccupations, les gens qui étaient censés devoir être réprimés étaient peu nombreux et pas inquiétants. Et ça se passait pas trop mal, mais enfin Foucault dit à Aron, ils sortaient, ils étaient quand même collègues au Collège de France, en plus, je veux dire, pour cette ignorance. Et il dit, Aron, concédez-moi que c'est un peu beaucoup. Et Aron, très aîné vis-à-vis de lui, très maître universitairement, dans la hiérarchie, et protecteur, lui dit, mais mon cher Foucault, vous ne serez jamais hégélien. L'État doit se défendre. Alors Foucault m'a dit, c'est curieux, j'ai pas osé lui répondre, intimidé par je ne sais quoi. Aron, intimidé par... Et après... intimidé beaucoup de gens. Oui, mais c'était fou. Oui, pour moi, c'était Foucault aussi. Enfin, pour moi, je veux dire, reconstituant les 2 hiérarchies, ce sont des signes. C'est la conversation au sommet. Et Foucault me dit, alors que je savais que je devais lui dire la ratification du fait accompli, l'hégalianisme du fait accompli, non, jamais. Enfin, c'était les 2 univers qui sont extraordinaires. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que l'univers de Foucault était un univers assez exceptionnel. D'abord, on peut dire qu'il a marqué des années sans qu'une génération ne se reconnaisse en lui. Entre 60 et 80, il régnait sans avoir de véritables disciples. Il influençait sans avoir une véritable école. Il écrivait une langue somptueuse. Ses structures de ses livres philosophiques, c'est des symphonies. Il a le sens des grandes ouvertures, de la reprise des thèmes, des conclusions point d'orgue. C'est une langue, une langue il change de style d'ailleurs selon les livres. Il change de style. C'est un énorme artiste. Oui. Il a sa place, je veux dire, dans une émission non philosophique, parce que l'art avec lequel est composé les mots et les choses, c'est à mon avis quelque chose qui devra encore être étudié hors de son contexte philosophique. Et en même temps, c'était une sorte de subversif insidieux. Le classicisme somptueux de sa langue
le caractère bénédictin de ses études montrait très peu le pouvoir subversif, perturbateur de sa pensée, parce qu'il a mis en cause pratiquement toutes les méthodes de pensée qu'il y avait auparavant. Oui. Donc, en gros, il a annoncé, ça a fait un petit peu, si vous voulez, la vulgate de son succès. Il a annoncé ce qu'on appelait la mort du sujet. Bon, la civilisation occidentale avait régné pendant un certain nombre de siècles par ce qu'il appelait le discours, les mots. Dans le livre Les mots et les choses, les mots représentent, si vous voulez, l'ère du temps, l'idéologie dominante, la vulgate, la mode aussi. Et puis, à un moment donné, les choses sont apparues et dont on a vu qu'elles ne dépendaient pas des mots, du discours régnant. Et à partir de ce moment-là, à la suite de ce qui a été prononcé par Nietzsche, la mort de Dieu, tout le monde a dit, Foucault a suivi en disant c'est la mort de l'homme. Et dans cette travée, dans ces strates dont il faisait, comme il disait, l'archéologie, il est l'auteur de beaucoup de mots qui sont passés, qui sont à la mode. Archéologie, effectivement. Archéologie, espace, oui. Béance, discours. Oui, ce sont tous les mots qui ont lecture, ce sont les mots qui sont réemployés par tout le monde sans le savoir. Et à partir de cet univers de singularité, qui en plus l'autorisait à changer lui-même. Il va dire, chose anti-aronienne par excellence, puisque pour continuer ce que je disais au début, il va dire travailler, c'est entreprendre de penser autrement après qu'avant. Il va dire l'intellectuel, c'est pas seulement la volonté de modifier la pensée des autres, mais la sienne propre. Il va être dans cet espace mouvant, jamais où on l'attend, toujours à un autre point, et il va avoir une sorte de mobilité philosophique sur laquelle je ne veux pas m'étendre ici, et ça m'arrange bien d'ailleurs dans un sens de ne pas m'étendre, mais qui va contraster, qui va faire se poser des questions avec ses engagements politiques, puisqu'on va trouver sa signature au bout de tous les manifestes libertaires. Il est par essence contre les pouvoirs, contre tous les pouvoirs. Et d'ailleurs, même avec ce pouvoir, on ne peut pas dire qu'il était disons, il était en coquetterie. Il accusait le pouvoir d'utiliser des mots vieillis. Il ne pouvait pas être bien avec le pouvoir. Non, aucun pouvoir, c'est pas possible. Il a été, c'est par essence sa philosophie est libertaire, tous azimuts. Il a été, au fond, à la recherche de tous les points de rupture d'une société. Il était bien que dans les limites, dans les frontières, dans ce qui faisait les charnières. Et au fond, un des livres, moi, que je préfère, c'est, souvent on le dit, mais parce qu'il est annonciateur de tellement de choses, c'est le premier. C'est l'histoire de la folie à l'âge classique. C'est un grand livre. D'ailleurs, un livre d'ailleurs qui a été publié par un autre marginal de l'histoire, c'est Philippe Ariès. C'est Philippe Ariès. Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas reconnu. Il a plus de 30 ans déjà, Foucault. Qui avait été refusé dans une grande maison d'édition par quelqu'un que j'ai bien connu d'ailleurs, pour lequel j'avais d'admiration, qui était Brice Parrain, je peux vous le dire. Oui, ben oui. Donc les débuts de Foucault n'ont pas été... Non. Les Américains, eux, ne s'y sont pas trompés. Ils ont publié en abrégé aussitôt l'édition de l'histoire de la folie. Et je ne sais pas si on a le temps de résumer l'histoire de la folie, mais je veux dire, c'est assez saisissant parce que c'est simple dans l'exposé, et puis que ça va se ramifier dans des univers incroyables, pétillants, perturbateurs, dérangeants, plus savoir. Il remarque que pendant tout le Moyen-Âge, les fous n'étaient pas vraiment exclus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mélangés aux clochards, aux délinquants, aux parias. Et que même dans un certain sens, dans la mythologie, le fou avait peut-être une fonction, comme le fou du village, genre Prince Myshkin, tous les porteurs de vérité inspirée, genre même fou du roi. Ou le fou du roi. Et puis tout d'un coup, on découvre la pensée asilaire, c'est-à-dire que, croyant être dans un modernisme scientifique, on isole les fous, et on invente l'asile. On invente en même temps la psychiatrie, d'ailleurs. C'est la naissance de la psychiatrie. Mais en inventant l'asile, on enferme, dit-il, doublement le fou. À la fois dans son lieu, dans sa prison asilaire, et dans son exclusion de fou, puisqu'on le décrète malade mental. Et à partir de ce moment-là, naît un grand clivage. C'est le grand clivage toujours entre le discours, les mots et les choses. Et dans ce clivage, il va y avoir deux naissances. Alors, il va y avoir une grande réputation faite à Foucault, contre laquelle il se débattra, à savoir la confusion de mai 68, le savoir c'est le pouvoir. Et il dit non, puisque à certains moments, la prison, l'asile, a enfermé
Mais la psychiatrie a inventé des méthodes anatomiques qui n'auraient pas lieu sans elle. Alors, il est toujours en deçà et à revers de ce qu'on pouvait attendre, mais on peut dire que l'histoire de la sexualité le prouve aussi. L'histoire de la sexualité, c'est encore en deçà, puisque, au fond, il découvre que la grande distinction dans l'Antiquité et dans la civilisation n'existe pas entre l'hétéro et l'homosexuel, mais entre la façon d'accepter ou de réprimer la sexualité. Bon, alors, on va le voir et l'entendre. Il se trouve, Jean-Daniel, que Michel Foucault avait accepté de venir à une émission d'Apostrophe, c'était en décembre 1976. D'ailleurs, une émission qui est curieuse parce qu'elle est faite au Louvre. Mais c'était pas pour parler de lui. Mais au début, il avait dit oui, puis finalement, 2 jours avant, il a dit oh, non, finalement, je peux plus parler de... Vous savez, il était un peu compliqué, hein. Bon, il a dit non, finalement, je peux plus parler de mon livre, je veux pas. Alors, il était venu parler d'un livre qui était paru à l'époque, qui avait fait beaucoup de bruit, qui était les minutes du procès de Dr Stern en Union soviétique. Alors, il en avait admirablement parlé. Et puis, vous allez le voir, c'était la fin de l'émission, je vais vous faire remarquer qu'il y avait 10 ans qu'il a publié Les mots et les choses. Alors vous allez voir ce qu'il va... Je fais une petite lecture. Je vous l'avais apporté pour la conclusion. Pour publier Les mots et les choses. Et je pensais que cette question allait finir. Il y a juste 10 ans, et vous écriviez... L'homme, c'est peut-être une bonne fin, non, pour l'émission, parce que c'est la fin. L'homme n'est pas le plus vieux problème, ni le plus constant qui se soit posé au savoir humain. Et il ajoutait, il faudrait lire évidemment toute la page, mais enfin, l'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente et peut-être la fin prochaine. Oui, parce qu'il m'a semblé en effet que le moment où l'homme avait commencé à devenir un problème à la fois philosophique, mais également technique, politique, économique pour lui-même, ce moment n'était pas aussi ancien qu'on pouvait l'imaginer. Bon, bien sûr, il y a les fameuses et traditionnelles questions que nous connaissons. Si vous voulez, moi je crois qu'à partir d'un certain moment qu'on peut situer entre la fin du XVIe siècle et le début du XIXe, il s'est passé un phénomène important tout de même, c'est que l'homme a cessé d'être immédiatement dominé par les grandes menaces de la mort. C'est-à-dire par les menaces des épidémies, des famines, les formidables ravages de la mortalité infantile, et que l'homme a en quelque sorte disposé les sociétés humaines. Je parle uniquement d'ailleurs de l'Occident, mais c'est là où les choses se sont nouées. Que les sociétés occidentales ont commencé à disposer d'une espèce de marge de survie, à partir duquel l'homme est devenu relativement disponible par rapport à ces urgences fondamentales ou à ces grandes menaces de la mort qui avaient traversé son histoire jusque-là. Et alors c'est à partir de ce moment-là qu'il a fallu en quelque sorte à la fois utiliser et mettre en question, essayer de problématiser l'homme en tant qu'il pouvait être disponible. D'où la question, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment l'appliquer? Appliquer cet individu bien, à la croissance des forces productives, comment le discipliner, comment construire des grands corps politiques, etc. Et je crois qu'on a eu là toute une technologie de l'homme qui s'est développée à partir de ce moment-là, qui est la question de l'homme. Est-ce que cette question durera autant que l'humanité? Peut-être pas. Peut-être pas. Voilà, donc c'était Michel Foucault. Vous dites dans votre... encore 2 choses peut-être très rapidement. D'abord le courage quand même de Foucault sur le terrain politique, il n'hésitait pas à s'engager. Et puis dans votre article vous dites qu'il aurait aimé avoir au Collège de France ou ailleurs à l'université une chaire non pas de philosophie mais une chaire de politique. Il m'a dit ça souvent, c'est un peu curieux. Il m'a dit ça quand je l'ai connu. Ça, c'est assez compliqué. Parce qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est que c'était un philosophe et que, à mon avis, plus difficile que les autres. Parce que plus limpide par phrase et par page, et dans la pensée, quand on veut en faire la synthèse, est assez, disons, finement sophistiqué et largement ramifié. Donc, et nourri d'une culture immense. Extraordinaire. Qui remettait constamment en question, puisque tout récemment, il avait pensé qu'il ne connaissait rien sur le sujet dont il avait parlé. Alors, sur le sujet de la politique, il dit, au fond, si vous voulez, on se référait pour faire de la philosophie avant aux invariants, à ce qui ne me passait pas, à ce qui avait une substance. Il dit que la philosophie, maintenant, est acculée à se demander qu'est-ce qui se passe et qui passe? Et qu'est-ce que nous sommes dans le rapport avec ce qui se passe, nous qui passons?
quelle est cette relation éphémère entre une chose éphémère et un être éphémère. C'est-à-dire que tout d'un coup, on découvre que la philosophie est aussi, à l'aide d'une charge historique et sociologique, une appréhension de l'instant. Réfléchir sur l'instant. Et comment réfléchir sur l'instant? Par la politique, et il disait même par le journalisme politique. Oui, oui. Il avait même à ce moment, je le croyais en coquetterie, j'admirais tellement, je le plaçais si haut que quand il me disait qu'il enviait certaines de mes préoccupations où je m'égarais dans l'interprétation, je croyais qu'une affectation. Peut-être votre pouvoir. Je crois pas. Non? Non. Vous pensez pas? Non. Non, parce que, disons, en termes alors, si vous voulez, de surface sociale ou de relief, il avait une notoriété. Non, je ne parle pas de ça, mais j'ai j'ai vu quelque part qu'il disait qu'il aurait aimé diriger un journal politique. Non, alors, oui, je sais où vous l'avez dit. Il parlait de ça à mon propos, d'ailleurs. Mais je ne crois pas que c'était la direction. Puisque vous savez qu'il a fait du journalisme. Oui, bah oui. Puis... Non, mais pas seulement occasionnel. Il avait un contrat avec le Corriere della Sera et un petit groupe dont faisait partie Glucksmann et puis Alain Ficalcro. Et il faisait des reportages dans le monde entier, des reportages dont je ne sais pourquoi il ne voulait pas qu'on les republie ici. Il dirigeait ces reportages, il a fait cette œuvre de direction. Mais la façon dont la philosophie s'épuise pour lui dans le politique, ça a été un des problèmes les plus importants de sa vie. Si vous voulez, en gros, il se référait, il disait « Sartre ne m'a rien apporté, celui qui m'a le plus influencé, c'est Merleau-Ponty », à cause du passage de la philosophie à la politique. Merci Jean-Daniel. Alors, donc les livres de Foucault ne sont pas tous ça, mais enfin je vous montre les plus importants. Voilà donc l'histoire de la folie à l'âge classique de Michel Foucault, qui est paru la première édition en 61 et la deuxième édition c'est chez Gallimard, avec d'ailleurs une autre préface. Naissance de la clinique, c'est aux presses universitaires, c'est je crois quelques années après. Alors il y a eu un Raymond Roussel dans la collection Le Chemin donc toujours de Michel Foucault, c'est un livre assez curieux, peut-être inattendu. Alors voici donc peut-être son grand livre, enfin, Les mots et les choses. Les mots et les choses, ça date de 1966, c'est publié dans la Bibliothèque des sciences humaines chez Gallimard. Et puis l'archéologie du savoir. La conclusion est de toute beauté. C'est ça, l'archéologie du savoir. C'est 1968, c'est paru 1968. Surveiller et punir. Alors ça aussi c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, puisque c'est un livre sur la prison. Toujours chez Gallimard. Alors là, c'est l'histoire d'un parricide. Moi, Pierre Rivière ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, dans la collection Archives. Et puis, alors voici les 3 volumes. Donc, La volonté du savoir, c'est le premier volume de l'histoire de la sexualité, qui est paru en 1976. Et puis, voici les 2e et 3e volumes qui viennent donc de sortir au moment où il est mort. Le 2e volume, c'est L'usage des plaisirs, et le 3e volume, Le souci de soi. Est-ce que vous pensez qu'il a laissé la suite sur l'histoire de la sexualité? Pierre Nora a déclaré qu'il travaillait sur le 4e tome, qui n'est pas achevé, mais sur le 4e tome est en partie écrit, selon son éditeur. Très bien. Merci à tous.